J'accueille aujourd'hui Sylvie Benamou, vice-présidente du CAIP, le collectif d'aide internationale inceste et pédocriminalité. Notre sujet est à la fois heureusement et malheureusement sous les feux de l'actualité. En effet, c'est grâce au livre de Camille Kouchner et au mouvement MeToo Inceste que des milliers de voix se sont élevées pour témoigner de l'impensable. Mais cela signifie aussi que les violences sexuelles font partie de notre société et de notre quotidien et qu'elles concernent un grand nombre de personnes. En France, selon l'enquête Ipsos de novembre 2020, 10% des Français seraient victimes d'inceste. Cela représente 6,7 millions d'individus. 165 000 enfants auraient été victimes de viols ou de tentatives de viol, dont la majorité sont incestueux. Le CAIP nous dit, et je le cite, « Nous sommes nés de la nécessité d'ouvrir des groupes de parole, car nous en avons constaté les multiples effets positifs. Notre ambition est d'en créer dans toute la France. Nous avons décidé d'unir nos forces et de mettre nos compétences en commun afin de proposer l'aide la plus large possible aux victimes d'inceste et de pédocriminalité. » Je laisse maintenant la parole à Sylvie Benamou. Bonjour Sylvie Benamou. Bonjour Sabine. J'ai envie de vous demander quelle femme vous êtes, de vous décrire en quelques mots. Alors, je suis une femme de 52 ans, mariée, 2 enfants, psychosociologue de formation et je dirais que je suis une femme très active et joyeuse. J'ai la chance de pouvoir cumuler plusieurs emplois parce que j'ai créé ma structure pour accompagner notamment des personnes qui sont en souffrance professionnelle. En même temps, j'ai le plaisir de travailler au sein du CAIP en tant que vice-présidente et je m'occupe aussi de mes garçons. J'ai le temps aussi, donc voilà, je divise mes temps. D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir vice-présidente du CAIP, donc le collectif d'aide internationale inceste et pédocriminalité? Alors, la nécessité de faire des groupes de parole. J'ai eu la chance moi-même d'en bénéficier, puisqu'en fait, je suis une ancienne victime d'inceste. J'ai eu une amnésie post-traumatique, comme beaucoup de victimes. Et à une époque, lorsque les souvenirs sont revenus dans le cadre de ma psychothérapie, j'ai été tellement envahie par ces souvenirs effrayants et très difficilement gérables, je dirais, psychologiquement, que j'ai cherché de l'aide aussi en dehors de la psychothérapie. Et je suis tombée sur les groupes de parole à l'époque de l'AIVI, qui aujourd'hui se nomme Face à l'inceste. Et il y a donc, j'ai fait mon petit chemin au sein de cette association, d'abord en tant que participante, et puis ensuite j'en suis devenue la secrétaire générale. Et il y a une période, il y a maintenant 2 ans, où en fait l'AIVI a souhaité se centrer sur le militantisme. Et c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire dans une association, c'est voilà, tout simplement. Donc nous avons décidé avec les animatrices des groupes de parole en province de continuer les groupes en créant une autre association, puisqu'on était obligé d'avoir ce statut-là pour avoir des salles gratuites notamment. Et si on ne le faisait pas, on s'est très vite rendu compte que dans certaines villes de province, les grandes villes, en fait, il n'y avait rien du tout. Donc la nécessité, je dirais. Et puis en ayant eu précédemment des fonctions où je coordonnais tous les groupes de parole, j'en animais, je formais, etc. Donc assez naturellement, en fait, déjà nous avons créé l'association à 2 avec Maïté Labi, qui est présidente. Et donc je suis restée, je dirais, dans l'organisation. D'accord. Comment fonctionnent les groupes de parole, Sylvie Benamou? Alors, nous proposons donc des groupes mensuels. Précédemment, avant la crise sanitaire, en présentiel. Donc, nous sommes implantés à Lille, à Rennes. Il y a aussi 2 groupes sur Paris, Lyon. J'espère que j'oublie personne. L'idée, c'était d'en créer d'autres,
peut-être aussi dans l'Est de la France notamment. Aujourd'hui, nous ne fonctionnons qu'en visioconférence, donc toute personne qui souhaite qui est victime d'inceste, de pédocriminalité ou proche de victimes, qui souhaitent pouvoir s'inscrire, ou voire même des professionnels, nous en accueillons de temps en temps. Simplement, ils vont sur le site internet et ils trouvent donc un lien qui leur permette, après avoir rempli une fiche de renseignement très brève, de pouvoir assister à un groupe de parole. Donc des groupes mensuels autour de thèmes sur lesquels les participants donc, vont pouvoir témoigner, vraiment dans la bienveillance, la neutralité, puisqu'en fait, ce n'est pas un débat d'idées, hein. Chacun va vraiment apporter sa parole dans le cadre de ce groupe sans être interrompu. Chaque personne a, on va dire, globalement 3 minutes pour pouvoir témoigner sur un sujet sur lequel on a détaillé quelques questions. L'idée étant d'élaborer, j'allais dire, quelque chose autour de ce thème qui souvent peut poser difficulté à des victimes de pédocriminalité. Oui. Quels thèmes peuvent être abordés, par exemple ? Alors, le mois précédent, nous avons eu la répétition du traumatisme, qui était un thème nouveau. Oui. Ce mois-ci, donc, c'est mon enfant intérieur. Oui. Ça peut être parent après l'inceste, être en couple, voilà, toutes les phases de la vie, on essaye de proposer des sujets aux participants qui puissent être suffisamment, être en lien avec ce qu'ils peuvent vivre et potentiellement avec les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Nous sommes donc, nos groupes de parole en fait se composent de 2 parties. Une première partie, on va plutôt faire un état des lieux, une sorte de diagnostic sur ce que l'on vit par rapport à ce sujet. On fait une petite pause d'1 quart d'heure et ensuite on reprend 3 quarts d'heure pour vraiment élaborer ensemble des solutions, dire finalement qu'est-ce qu'on a pu trouver comme piste de reconstruction en lien toujours avec le sujet. Une démarche qui permet par conséquent de libérer la parole, mais qui en même temps est très constructive puisqu'elle recherche des solutions. Oui, tout à fait. Souvent, la première partie est quand même assez lourde émotionnellement pour les victimes, puisque là, on va vraiment évoquer nos difficultés. Et la deuxième partie est vraiment dans l'idée de mettre ensemble, dans ce collectif, nos pistes d'amélioration, voilà, de rétablissement, de manière à effectivement mettre le plus possible en commun et pouvoir nous aider mutuellement dans ce collectif. Quelles sont les personnes qui participent au groupe de parole ? Alors, je dirais vraiment tout le monde aujourd'hui, à partir du moment où on est majeur. Dans la mesure où nos groupes de parole sont animés par donc 2 co-animateurs, donc ça c'est aussi un dispositif un peu nouveau. L'idée étant d'avoir vraiment je dirais un groupe qui ressemble le plus possible à un groupe qui serait vraiment complètement autogéré en fait par les participants. Donc c'était intéressant d'avoir pas simplement un seul animateur au-dessus du groupe. Donc les 2 co-animateurs sont aussi des anciennes victimes ou des survivants, enfin ils se nomment comme ils le souhaitent, d'inceste, de pédocriminalité. Et donc, en fait, les personnes qui viennent en dehors des mineurs, puisqu'en fait, nous ne sommes dans ces groupes-là, nous ne faisons pas de la thérapie de groupe, hein, c'est vraiment un lieu de parole. Et évidemment, en dehors des agresseurs, parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas ouvert aux agresseurs. Hein, on est vraiment, c'est centré là sur les victimes uniquement. Donc ça peut être des personnes qui viennent de toute la France, surtout avec la visioconférence, voire même d'ailleurs, puisqu'on a un participant qui vient du Canada et on a eu aussi un participant belge. Tout âge, de plus en plus d'hommes, et oui. on atteint presque vraiment l'équilibre, j'allais dire, homme-femme, dont on est assez fiers, parce que c'est vrai que souvent on a l'impression qu'au départ les groupes de parole sont plutôt, on dirait que c'est plutôt les femmes qui viennent trouver cette aide-là, et en fait de plus en plus les hommes osent aussi s'inscrire à nos groupes, ce qui fait qu'on est presque moitié-moitié, et on n'est pas plus de 10 participants. D'accord. Les dernières actualités, MeToo inceste, la Familia Grande, est-ce que ça a changé quelque chose justement dans la participation au groupe de parole ? Est-ce que vous avez vu une évolution particulière ? Oui, je pense que ça nous a permis d'avoir des participants plus jeunes du fait des réseaux sociaux, tout simplement, hein, du fait de la communication autour de MeToo inceste sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a dû aider des plus jeunes à identifier leur mal-être,
en comprendre l'origine et à vouloir chercher de l'aide. Donc, je suis assez persuadée que le fait qu'on ait des gens, auparavant, je dirais qu'il y a à peu près 2 ans, la moyenne d'âge dans nos groupes était plutôt 45 ans, et aujourd'hui, on est plutôt vers 30-35 ans, avec vraiment des personnes assez jeunes, hein, puisque je crois que peut-être le plus jeune participant doit avoir 23 ans. Donc voilà, et puis après ça va jusqu'à, enfin on a aussi des personnes qui sont assez âgées en fait, hein, et qui trouvent aussi du bien-être à pouvoir y participer. Donc certainement ça a dû contribuer à libérer cette parole et à faire en sorte que les gens se sentent moins seuls et se disent qu'ils ont une légitimité à aller chercher de l'aide. Alors du coup, qu'est-ce que ça vous fait penser sur les personnes qui sont victimes d'inceste, le fait de voir qu'à vos groupes, il y a aussi bien des femmes que des hommes, mais aussi des gens plus âgés et puis des gens plus jeunes. Qu'est-ce que ça vous fait dire sur l'inceste et la pédocriminalité? Que ça concerne vraiment tout le monde, véritablement, que c'est un fléau, je dirais, de santé publique. Et là, il y a eu des sondages récemment qui montrent que 10% auraient été victimes d'inceste. Donc, ça représente... on le voit aujourd'hui, les gens qui viennent vers nous cherchent véritablement de l'aide. Je pense qu'ils n'ont plus, peut-être, je dirais pas qu'ils n'ont plus, mais ils ont sans doute moins de honte aussi à passer ce pas. Et donc c'est clair qu'en fait, ça a été vraiment un problème majeur de santé publique qui a été sans doute vraiment minoré en fait en France, malgré le fait que des associations comme Face à l'inceste ou d'autres démontrent depuis des années que ça ne concerne pas qu'une petite minorité. Au niveau juridique, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait encore faire justement pour mieux protéger les victimes? Alors, déjà, je vais répondre pour aider à ce que d'autres victimes, peut-être qu'il y ait moins d'autres victimes, c'est que la justice ait davantage de moyens. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, en fait, lorsque vous décidez de vous tourner vers la justice, il y a un temps très très long avant de pouvoir enfin être auditionné, enfin que l'enquête soit ouverte. La problématique de la prescription est moins importante aujourd'hui, puisqu'en fait, l'idée étant que s'il y avait d'autres victimes, des personnes pour qui ça serait prescrit puissent quand même se tourner vers la justice. Aujourd'hui, donc, on est à 30 ans, c'est-à-dire que à partir de l'âge majeur, vous avez 30 ans pour pouvoir vous tourner vers la justice. Quand on voit, et moi ça a été mon cas, la problématique de l'amnésie traumatique, en fait, 30 ans, c'est même encore, je pense, vraiment un peu juste. C'est terrible à dire, mais voilà, il y a vraiment des situations et beaucoup de situations où les personnes doivent aussi déjà se souvenir, se rétablir, pour ensuite, à un moment donné, pouvoir imaginer porter leur affaire face à la justice. Et puis, on a quand même eu une grosse évolution par rapport à la question du consentement, puisqu'il n'y a pas si longtemps encore, les associations avaient beau crier qu'un enfant ne peut pas être consentant par rapport à un adulte. On continuait à demander vraiment à des mineurs s'ils étaient consentants par rapport à un acte sexuel. Donc là, maintenant, on a quand même un âge en dessous duquel on ne va plus questionner l'enfant par rapport à son consentement, qui est donc moins de 15 ans. Donc ça, c'est un pas majeur. Et moins de 18 ans dans le cadre de l'inceste. Il reste la problématique, et ça on le voit dans nos groupes de parole, des victimes au niveau de la fratrie, voire des cousins-cousines. On a quand même un certain nombre de participants qui sont concernés. Et donc avec cette fameuse clause Roméo et Juliette, où il y a moins de 5 ans d'écart entre des adolescents,
d'emblée ne se pose pas la question des violences sexuelles, eh bien, on met de côté quand même beaucoup de victimes. Et je pense vraiment par rapport à la question de la fratrie. Dans l'inceste, on ne peut pas imaginer qu'un inceste soit consenti. Voilà, donc ça, c'est encore vraiment un progrès et sans doute à faire. Et par rapport aussi à la prescription glissante, même s'il y a vraiment une amélioration. Puis après, il faut désengorger évidemment les tribunaux, enfin voilà, hein, pour que les victimes puissent voir leur situation jugée non pas en correctionnel, mais en cour d'assises. Donc ça répond pas totalement à votre question par rapport à la protection, encore que ça peut éviter quand même de faire d'autres victimes, et on le sait qu'en général, un agresseur ne fait pas qu'une victime. Après, sur la prévention, il y a un énorme travail à faire au niveau de la formation. Je vois, nous, on accueille des stagiaires psychologues et on voit que dans certaines universités, il n'y a vraiment aucun cours sur l'inceste, sur le traumatisme lié aux violences sexuelles pendant l'enfance. Donc, il y a vraiment à former aussi les médecins, les professionnels qui s'occupent de jeunes dans les écoles, et que cette parole puisse se libérer aussi dans ces institutions-là. Oui. Alors justement, en parlant de prévention, j'ai aussi envie de parler d'accompagnement. Vous arrive-t-il d'évoquer les possibilités d'accompagnement pour les victimes d'inceste et de pédocriminalité? Et si oui, comment les abordez-vous, ces questions de l'accompagnement? Alors, c'est vraiment notre second projet qui est en train de se mettre en place là, au moment où je vous parle. C'est effectivement d'identifier des professionnels, que ce soit des thérapeutes ou voire des avocats ou toute personne professionnelle qui peut à un moment donné aider des victimes de pédocriminalité. Donc pour pouvoir effectivement les orienter. Donc là, on est en train de faire ce travail d'identification, de partenariat. C'est vraiment dans l'ADN de notre association, puisqu'on se nomme collectif, c'est-à-dire qu'on travaille vraiment en synergie avec d'autres associations. Et on a aussi cette expérience de l'association où on était avant, pour la plupart, je parlais de la IDI, où on a bien vu comme je le disais, on ne peut pas être sur tous les terrains à la fois. Donc c'est vraiment très important qu'on puisse aussi créer des synergies avec d'autres associations, des professionnels, pour pouvoir orienter effectivement les victimes. D'accord. Alors, pour revenir juste à l'inceste, on entend souvent parler de la question de la honte, du silence, du rôle de la famille. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur ces différents aspects pour que les personnes en fait qui écoutent cette émission comprennent bien comment ça se passe pour une victime d'inceste et qu'est-ce qui fait que elle va mettre beaucoup de temps à parler, voire qu'elle ne parlera jamais? La famille est dysfonctionnante. Hein, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Il n'y a pas toujours un seul agresseur. Hein, on l'a vu d'ailleurs avec notre thème qui était la répétition du traumatisme. C'est rare qu'il y ait un seul agresseur dans une famille. Et par rapport au passage à l'acte, même s'il n'y a qu'un seul agresseur, il y a aussi des personnes qui se taisent et qui savent. Donc il faut savoir que l'enfant est quand même extrêmement seul. Ce sont souvent quand même des familles qui viennent d'appartenances sociales très diverses, mais qui peuvent être relativement refermées sur elles-mêmes. Donc c'est assez compliqué de pouvoir voir ce qui se passe dans ces familles. L'enfant, évidemment, lorsqu'il vit des violences sexuelles avec un parent, est extrêmement sidéré. Et je dirais que ça explique d'ailleurs le phénomène de l'amnésie traumatique, ou encore ce qu'on dit aussi quand on parle de déni. À un moment donné, pour pouvoir survivre à des violences sexuelles avec un parent, il faut pouvoir se dissocier, il faut pouvoir éventuellement minorer. Et puis c'est aussi un agresseur qui vous fait comprendre que vous n'avez peut-être pas réagi justement. On le voit bien, on en a beaucoup entendu parler. Muriel Salmona a très bien expliqué ce phénomène aussi de sidération, qui fait que pour pouvoir se protéger, à un moment donné, on a cette sensation de sortir de son corps. Donc
l'agresseur en profite évidemment. Ce qui fait qu'à partir du moment où il y a eu des premières violences sexuelles, il y a aussi très souvent des paroles autour de mais tu l'avais déjà fait la dernière fois, ou tu n'as pas dit non, enfin voilà, ou un chantage qui fait que on fait pas le poids. Un enfant, même déjà, on le sait qu'un adulte ne fait pas le poids par rapport à un agresseur. Et l'enfant craint aussi pour sa vie. Et c'est pas forcément un fantasme hein, d'ailleurs, puisque très souvent avec les violences sexuelles, il y a toutes sortes de violences. De même que le traumatisme des violences sexuelles est rarement le seul dans ce type de famille. Il peut y avoir des violences conjugales, il peut y avoir l'alcoolisme d'un parent, il peut y avoir de l'abandon, notamment au niveau maternel, etc. Donc en fait, l'enfant survit comme il peut et très vite, il comprend qu'il vaut mieux se taire pour pouvoir justement survivre, qu'il ne trouvera pas d'aide, et on lui a bien expliqué qu'il ne trouvera pas d'aide, parce que très souvent les enfants essayent de parler au début quand même au sein de la famille, mais très vite ils comprennent qu'ils sont véritablement seuls. Et c'est ce phénomène qui va faire que très vite il va à la fois être dans cette solitude, dans une emprise parce qu'il est complètement dominé, il n'a pas les moyens, comme je le disais, d'aller chercher de l'aide, de se rebeller, et en même temps très vite associé de la honte, de la culpabilité, de vivre ça, imposé certes, mais de le vivre en ayant intégré les paroles des agresseurs qui sont très souvent dans du chantage affectif, culpabilisante. Un enfant qui vit l'inceste, c'est vraiment un enfant qui est trahi par sa famille, une famille qui est très souvent totalement dysfonctionnante. Merci Sylvie Benamou, ça permet vraiment aux personnes qui nous écoutent de bien comprendre comment ça fonctionne l'inceste. Pour continuer, quel est le message que vous souhaiteriez délivrer aux personnes justement qui nous écoutent ou par rapport à des victimes d'inceste qu'elles pourraient connaître ou éventuellement côtoyer sans le savoir? Qu'est-ce que vous pourriez leur conseiller? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Alors pour les victimes, je leur dirais que justement, elles parlent alors qu'on essaye de les faire taire. Hein, c'est cette idée d'essayer d'en parler pour trouver de l'aide, dépasser cette honte qui en fait est du fait complètement de cette famille, comme je le disais, et de l'agresseur. Donc je pense que la première chose, c'est d'essayer d'en parler pour une victime. Si c'est pas dans la famille, on l'a bien compris qu'on va trouver de l'aide. Ça peut être à l'école, ça peut être un professeur, ça peut être des amis, qui peuvent aussi aider à signaler, appeler le 119. Donc ça me paraît vraiment important que la victime puisse se dire ce n'est pas de ma faute, je subis totalement, je suis violentée et je vais pas forcément trouver de l'aide au sein même de ma famille, donc il va falloir repérer quelques adultes qui ne sont pas défaillants, et il y en a des adultes qui ne sont pas défaillants, donc ça c'est très important de le savoir. Ensuite, pour les personnes qui connaissent une victime d'inceste, je crois vraiment qu'il faut se sentir assez à l'aise sur le fait que on peut en parler. Hein, les victimes en général sont plutôt ressentent très bien finalement le fait que certains de leurs proches puissent leur poser des questions. Dès lors que évidemment c'est pas trop intrusif, mais je crois simplement pour un proche de dire comment vas-tu, voilà, je sais que tu vas à des groupes de parole, ou tu suis une psychothérapie, ou tu as vécu des moments difficiles, je voudrais te dire que je suis là et qu'on peut aussi en parler, et que j'aimerais savoir déjà comment tu vas, tout simplement. Merci pour tous ces conseils Sylvie Benamou. Pour finir cette rencontre, quels sont les projets à venir du CAIP, donc le collectif d'aide internationale inceste et pédocriminalité? Donc un projet pour vraiment identifier des professionnels qui puissent accompagner au mieux donc les victimes d'inceste et de pédocriminalité, et ça on va faire vraiment un livret, un répertoire, et on va de plus en plus développer nos synergies. Un projet aussi de groupe de parole qu'on appellerait parents protecteurs. On s'est rendu compte qu'il n'y en a pas beaucoup, il y en a quelques-uns, mais encore moins que pour les victimes d'inceste et de pédocriminalité. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer un groupe de parole à des parents qui peuvent être très démunis lorsqu'ils découvrent que leur enfant a été victime de pédocriminalité.
Et puis, on a plein d'autres projets, mais voilà, c'est pas encore entériné. Mais il y a tellement de choses à faire, en fait. On pense aussi à ces adolescents qui ont du mal à trouver des groupes de parole. Oui. Donc, voilà, Oui, oui. moi, je suis aussi sensible à la cause, évidemment, des enfants et des adolescents, même si on s'adresse d'abord aux adultes. Donc, on a des professionnels, des thérapeutes, des psychologues au sein de notre association. Il y a encore des choses à faire, il y a tellement de choses à faire autour de ce qui peut aider au rétablissement. Le mot de la fin, Sylvie Benamou? Eh bien, n'hésitez pas à chercher de l'aide et pensez bien que malheureusement, vous n'êtes pas seul. Donc, il est temps que la honte cesse et que vous puissiez enfin vous donner cet espoir de rétablissement, parce que je suis persuadée qu'on peut se rétablir de l'inceste. Merci Sylvie Benamou de nous avoir consacré ce temps et de nous avoir délivré toutes ces informations et ce beau message. Au revoir. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cette interview avec Sylvie Benamou, vice-présidente du CAIP, le collectif d'aide internationale inceste et pédocriminalité. Le CAIP est présent sur Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que sur son site web. Je vous indique les liens dans le descriptif de cette interview. Les groupes de parole, quant à eux, ont lieu chaque mois sur des thématiques différentes. De la même façon, vous en trouverez les dates, les horaires, ainsi que les thématiques sur le site du CAIP. Pour l'interview, vous pouvez l'écouter sur mon site sgresilience.eu, sur Spotify, Deezer, Google Podcast et encore.fm/sgresilience. À bientôt! Je t'invite à découvrir le coaching de résilience, mes accompagnements et les prochains épisodes de Booste ta résilience sur mon site web sgresilience.eu. Merci d'avoir écouté cet épisode et surtout n'hésite pas à liker, partager, commenter sur Apple Podcasts et Spotify parce que booster ton quotidien et ton énergie, c'est bon pour le moral. À bientôt!